Alors bonjour à tous, c'est Jimmy pour Géopolitique Profonde. Bon bah déjà avant toute chose, petit forçage de pré-vidéo, on met un petit pouce bleu pour liker, on met un petit commentaire et puis on partage la vidéo pour pouvoir toujours vous offrir de contenu de qualité comme cette vidéo, pourrait aussi pour nous faire monter le référencement. Alors aujourd'hui sur Géopolitique Profonde, on va faire une petite fiche de lecture d'un numéro d'un journal fait document, celui-ci, donc je n'invente rien, sur enquête sur Brigitte Macron, la femme de l'ombre de l'Élysée. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur le couple Macron et l'influence de Brigitte au sein du gouvernement. Alors, pour commencer, qui est-elle ? Hormis toute la propagande de masse sur le pseudo-glamour qui illustre ce couple à travers toute la presse, en réalité, on ne sait pas grand-chose d'officiel sur elle. Bon, les informations que je vais donner, elles vont être tirées des livres suivants. Alors, les Macron, un jeune homme si parfait, Brigitte Macron l'affranchie, deux jeunesses françaises et une interview sur RTL donnée par Sylvie Baumel. Alors, le tout cadré entre 2017 et 2021, on apprendra par élimination successive des mensonges démasqués que Brigitte n'a finalement aucun des diplômes requis pour pouvoir exercer la profession d'enseignante, surtout qu'elle a embrassé cette carrière dans le prestigieux lycée Franklin dans le 16e arrondissement. Alors bon, son CV, qu'est-ce qu'elle a exactement ? Elle a un baccalauréat qu'elle a obtenu à l'âge de 19 ans, soit un an de retard, à la rigueur, c'est pas bien grave. Mais par contre, il est passé de la mention très bien à la mention bien au fur et à mesure des années d'interview. Donc là, le bas blesse. Elle a une maîtrise de lettres, qui par la suite est devenue un certificat, un peu comme une VAE, une validation d'acquis des expériences. Un CAPES qu'elle assure avoir eu, mais dont la trace est introuvable, comme l'a habilement rappelé Sylvie Baumel sur l'interview qu'elle a donnée sur la radio RTL. Et ce qui est intéressant, c'est que le lycée Franklin dans lequel elle a enseigné, il est particulier. En effet, au lieu d'être, en plus d'être ultra élitiste, les élèves de ces établissements sont vraiment issus de la haute. Et elle a enseigné le français à bon nombre des élèves qui ont été bon nombre des enfants des soutiens d'Emmanuel Macron, comme par exemple, elle a été professeure de français des enfants de Bernard Arnault, qui est une des grosses fortunes mondiales, de Renaud Dutreuil, qui est le patron de LVMH à New York, elle a été professeur de français des enfants de Jacques Attali, qui présentera Macron à François Hollande en fin 2010. Réussir à intégrer la Top Gun Academy avec un détournement de mineur à son CV, alors que celui-ci est incomplet d'un point de vue académique, bravo Brigitte. Bon, finalement, leur rencontre, comment ça s'est passé ? La stratégie de communication de notre grand média pour nous vendre le couple Macron aura été de mentir par petites touches successives, un petit peu à la manière de la casserole dans la grenouille, pour qu'on ne puisse pas voir la chose venir. Factuellement, elle est née le 13 avril 53, lui le 21 décembre 77. Ce sont donc 25 ans qui les séparent. Alors que la presse nous dit souvent que ce ne sont que 20 ans, comme dans Libération, le 18 décembre 2012, où il est écrit « Il tombe amoureux de sa professeure de français de 20 ans plus âgée ». Le Monde, le 28 octobre 2012, il a épousé en 2007 une femme de 20 ans son aînée. Le Parisien, le 19 octobre 2014, c'est à cette époque que commence une idylle avec sa professeure de français, Brigitte Trogneux, 36 ans, soit 20 ans plus que lui. Bon, en soi, ça pourrait éventuellement sembler romantique qu'un garçon de 17 ans, il fraye avec sa professeure de 36 ans, un petit peu à l'abri des regards indiscrets, sans que ça se sache. Ça pourrait être l'œuvre d'une comédie romantique, mais en réalité, elle avait 39 et lui, il en avait 14 ans. Et dans la mesure où elle avait autorité sur lui, c'est officiellement du détournement de mineur. Et ce n'a pas été une rencontre qui a été éphémère, genre juste une expérience. Non, il a vécu toute sa vie avec une femme qui l'a accaparé, quoi. Le psychothérapeute et psychiatre Adriano Sagatori en a fait une très bonne analyse sur le sujet psychiatrique de Macron, et il dit que, en fait, cet acte de pédophilie, disons clairement, a créé un traumatisme affectif qui a été un terreau fertile pour qu'il apporte toutes les conditions nécessaires à ces comportements psychotiques de psychopathe, qui n'est pas une insulte, en réalité. Il y a des personnes qui ont des postes à haute responsabilité qui sont des psychopathes, mais dans la mesure où en fait la barrière transgressive du tout est permis a été franchie, après il n'y a plus de limite.
Donc, que ça soit des limites morales, éthiques ou même physiques, hein, il y en a plus à partir du moment où, si tout petit, tous les tabous ont été balayés d'un revers de la main. Donc, ensuite, suite à ça, il y a eu le mariage. Bon, bah, pour réparer le viol qu'il a subi, s'en est suivi ce mariage, officiel mais symbolique, toujours réparateur, selon les dires du psychiatre Adriano Sagatori, qui a eu lieu le 20 octobre 2017. Alors, ils s'unissent au Touquet, et les rares photos qui sont issues de cette cérémonie sont assez étranges, pour pas vraiment dire troublantes en réalité. Par exemple, Brigitte, elle porte une robe très très courte et sans manches, qui n'est pas une tenue de mariage. Macron, lui, porte un costume noir et une cravate rose, qui n'est pas non plus une tenue de mariage. Alors, normalement, avec le niveau culturel et financier qu'ils ont, ils n'ont pas à se tromper sur les codes vestimentaires. Normalement, le 20 octobre, c'est l'automne, donc ils devraient porter des couleurs automnales, ou du moins des couleurs claires, quoi, comme du bordeaux, du gris foncé, quelque chose comme ça, mais pas du noir. Et elle ne devrait pas porter une jupe. À la rigueur, qu'importe, vous me direz, c'est peut-être un détail. Mais par contre, là où c'est un petit peu moins un détail et que c'est moins sujet à interprétation, c'est leur pièce montée, leur gâteau. Leur gâteau, c'est un bélier avec les cornes comme Baphomet. C'est assez troublant, ça fait peur. Et à la rigueur, vous me direz, ça peut être le délire du pâtissier. Mais comment se fait-il que leur mariage n'existe pas dans les registres de l'hôtel de ville du Touquet dans lequel ils ont fait dans lequel a eu lieu la cérémonie? Je trouve qu'il y a beaucoup d'inversions de choses, comme par exemple le mariage qui est devenu... parce qu'en plus de ça, j'ai oublié de vous préciser, à la place du mariage a été écrit un baptême. Donc un mariage qui a eu un baptême, c'est un peu une inversion. Il s'habille en noir alors que ça devrait être du blanc. Elle s'habille très très court, alors que normalement une robe de mariage c'est très très long. Il y a un corne avec des... Enfin, je vous laisse faire vous-même votre propre conclusion, mais je pense que vous m'avez compris, quoi. Il n'y a rien de bien sain là-dedans, il y a beaucoup de symbolique occulte. C'est un peu tout ça, un peu sale tout ça, bref. Alors, on va faire un petit peu quelques analyses d'extraits de presse. Toujours selon Sylvie Baumel, pendant la campagne présidentielle, quand il a bien fallu livrer quelques détails sur la circonstance de leur rencontre, les époux Macron ont tout fait pour que le mot « détournement de mineurs » ne soit jamais prononcé. Bah, tu m'étonnes, ça aurait été un petit peu compliqué pour pouvoir mener... pour avoir accès à la présidence. Dans un article datant du 10-02-2017, dans le magazine Closer, il est écrit « Brigitte Ozière, séduite par ce fringant lycéen hors norme, n'a pas goûté au péché de chair avec Emmanuel lorsqu'il dirigeait le club de théâtre. » Vous remarquerez, enfin peut-être que vous ne savez pas, mais à la parution de l'article, la mention club de théâtre est pleinement intégrée au narratif alors qu'elle avait été occultée pendant les 4 ans auparavant. Pourquoi d'après vous ? Imaginez seulement une seule seconde qu'une biographie débutant dans un club de théâtre, que le personnage principal y finisse président de la République, le tout contrôlé par une dame aux mœurs éphébophiles, limite pédo, quoi. L'image du jeune Macron conquérant qui aurait capturé sa professeure et tout fait pour pouvoir remonter au poste de la présidence, en fait, ça aurait été remplacé par celui d'un comédien orchestré par sa femme qui, elle, a abusé de lui. Ça aurait été autre chose. Et ce n'est pas aussi sans rappeler les scènes théâtrales qu'il aime orchestrer lors de ses prises de parole ou de ses crises d'hystérie, ou alors de la qualité de sa poker face, quand il donne des mensonges éhontés devant des millions de téléspectateurs sans sourciller. Dans un de ces articles, on peut aussi constater qu'il y a différents éléments de langage qui tentent de déculpabiliser Brigitte. Et toujours que ça soit Macron qui était à l'initiative de leur relation, comme il était hors norme, un fringant lycéen, elle était séduite. Bref, en fait, qu'il aurait su s'imposer dès l'âge de 14 ans, ce qui est difficilement croyable. Et une fois que ce narratif il aura été étalé dans toute la presse et que toute la masse française aura accepté le scénario, en fait, sa stature d'homme conquérant, nouveau Napoléon, 39 ans, président, ça passe, pas de problème.
Parce qu'en plus d'être l'homme d'action des élites mondialistes, il est à la mode, il a la pointe du progrès, il a balayé tous les tabous pour pouvoir vivre sa passion à fond, sans morale, sans éthique. Brigitte, elle a même été qualifiée par le magazine The Economist, qui est de renommée internationale, comme modèle pour les femmes françaises, remède à la société patriarcale et personnalité internationale de premier plan. Une publicité hors norme, c'est pas mal. Maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur le profil d'Emmanuel, par qui il est entouré et qu'est-ce que lui a fait Brigitte, quoi. On va essayer de voir un petit peu qui sont ses proches conseillers. Peut-être que son nom ne vous dit rien, mais sachez que Ismaël Émilien est une des personnes les plus influentes de l'Élysée, surtout aux côtés de Macron. Alors on va essayer de savoir qui il est, quel est son parcours et en quoi est-il aussi influent. À la manière de Brigitte précédemment, on va déjà voir le CV d'Ismaël. Bon, à un moment, il fut l'assistant de Routel Krief sur BFM TV. Il était fan de DSK. Il entra à Sciences Po uniquement après avoir appris qu'il y enseigné. D'ailleurs, Olivier Duhamel, qui était son professeur, Olivier Duhamel, acteur majeur de l'État profond, était son professeur et le désigna comme son meilleur poulain selon Le Monde le 15 janvier 2015. En 2008, il fut recruté par Benjamin Griveaux comme conseiller de Saône-et-Loire. Après son passage éclair à Chalon-sur-Saône, il travaille à la direction des études aux côtés de Gilles Finkelstein chez Heurtaud RCSG, où il est chargé d'une grosse mission, celle de la communication d'Henri Proglio, le PDG d'EDF, qui était dans la tourmente suite à une histoire de double salaire. Enfin bref. Et on remarquera qu'en fait, la communication est une des qualités chez Ismaël, et c'est pour ça qu'il sera très proche de Macron. Proche conseiller aussi du grand patron de Veolia, il œuvrera pour la réélection de Maduro. Il fut aussi élément de langage lors de l'affaire du Sofitel pour DSK, membre du Grand Orient de France. Aussi, et là on rentre dans le noyau dur de l'état profond du mondialisme et de la géopolitique, il participera à la YES, la Yalta European Strategy Conference, un forum visant à intégrer l'Ukraine au sein du mondialisme, le tout organisé par Soros et la CIA. Donc là c'est du lourd. Et aussi adepte du nudge, qu'il incorporera dans toute la campagne de communication de Macron. Alors le nudge, qu'est-ce que c'est que le nudge ? Bon, littéralement en anglais ça veut dire coup de pouce. Enfin ça veut dire coup de coude, mais en français c'est coup de pouce. C'est une méthode de communication inspirée des sciences comportementales très utilisées dans le marketing. En fait, c'est fait pour influencer l'opinion sans donner l'impression de forcer, quoi. Alors, son avantage, c'est son faible coût d'investissement et c'est des résultats sans précédent. Bon, je vais vous donner un exemple, ce sera un petit peu plus clair. Vous avez déjà vu, probablement, dans les urinoirs publics, une mouche collée au fond. Et en fait, ça, c'est du nudge. Cette expérience, elle avait été faite premièrement dans les toilettes publiques de l'aéroport d'Amsterdam, et en fait elle a permis d'économiser 80% des dépenses liées au nettoyage. Donc ça c'est du nudge, c'est une modification de l'environnement pour que vous puissiez assujettir. Vous avez déjà aussi sans doute vu ces cendriers de rue dans lesquels vous avez le choix, par exemple les Beatles ou les Rolling Stones, Johnny ou Elvis. Et puis bref, ça vous donne l'illusion de choix et finalement vous mettez votre mégot dans quelque chose que vous semblez avoir choisi, alors qu'en fait c'est juste pour pas que vous le jetiez par terre, quoi. Ça s'appelle du nudge. Et cette campagne de nudge, elle a été utilisée beaucoup par Macron, et aussi pour accepter toutes les mesures qui ont été faites lors du Covid, avec le couvre-feu, le masque obligatoire, l'attestation de circulation, après la vaccination et par la suite le revenu universel. Ce sera essentiellement des techniques de nudge. Donc à partir du moment où vous l'aurez compris, le nudge, vous le verrez partout. Son contraire, il existe aussi, ça s'appelle le sludge. C'est comme par exemple quand vous avez un abonnement, qu'il est très facile de s'abonner, mais qu'après, pour se désabonner, c'est un petit peu difficile. Et là, vous avez un petit instinct de « ouais, on verra ça plus tard ». Et finalement, vous êtes débité tous les mois pendant 6 mois, le temps que vous preniez la peine de sortir de la paresse intellectuelle pour essayer de comprendre comment se désabonner. Bon bref, finalement, Ismaël, il quittera l'Élysée le 2 février 2019 après avoir mené sous pseudo des opérations de trollage de fake news sur Twitter, toujours d'après les sources de l'IGPN.
C'est aussi grâce à Ismaël qu'on doit la fameuse soirée techno avec des DJ homosexuels africains pour la fête de la musique en 2018. Une fête de la musique suivie de l'image catastrophique de Macron embrassant les braqueurs antillais. C'était aussi l'œuvre de Ismaël. Et bien que la fête à l'Élysée elle a été organisée par Ismaël Elimien, c'est Brigitte qui a posté la photo choc sur son compte Instagram. Mauvaise décision. Finalement aussi, Big Data, pour leur image, ils se sont inspirés de ce qui avait déjà été fait, en particulier avec le couple Obama. Pendant que les grands groupes de presse comme Paris Match, France Dimanche et Closer placardent tout l'espace public Internet, lui aussi il est contrôlé. Tous les jours, des articles de presse sont diffusés sur le net pour pouvoir faire la promotion et l'éloge du couple Macron. Et ainsi saturer le contenu web et ainsi flatter leur référencement. Pour vous donner par exemple un exemple, si vous tapez Brigitte Macron sur Google, vous avez 10 millions de résultats. C'est 2 fois plus que David Beckham ou Jean Dujardin. C'est tout simplement énorme. Et en plus de ça, Netflix a rajouté une petite couche avec la série Emily in Paris. Bon, en gros, la série, c'est une jeune américaine qui vient sur Paris pour travailler dans une agence de marketing. Le tout est filmé un petit peu dans un décor de carte postale avec tous les clichés qui vont bien, la baguette sous le bras, le béret, s'ajoute l'accordéon, le Paris un peu fantasmé qui n'existe plus. Et en fait, il y a une des tirades qui est d'une des personnages, c'est la suivante. Les Français aiment les femmes plus âgées. Regarde leur président, il est jeune et sexy, il a épousé sa prof. Alors à partir du moment où vous êtes validé par Netflix, on peut, c'est bon quoi, il y a plus grand chose qui peut vous retenir quoi. C'est ultra flatteur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez toujours à vous abonner, à liker, à lâcher un petit commentaire, ça aidera pour le référencement. On fait de la géopolitique profonde, on fait un petit peu des analyses, mais au lieu d'attendre tous les 4 ans pour pouvoir remettre un bulletin dans l'urne, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour pouvoir agir? C'est se débancariser. Si vous avez un petit peu de sous de côté, si vous voulez un petit peu échapper à l'inflation tant mal que mal, il y a un lien dans la description avec des revues mensuelles or et argent, économie et investissement, crypto et blockchain. Le futur quoi. Bon, sur ce, bonne journée à vous, prenez soin de vous, à plus.